Matthew est un cas unique parce que c'est un enfant jumeau. Il ne peut pas allonger le bras et il a des problèmes à la jambe. Il n'arrivait pas à explorer son environnement comme les autres enfants. Il avait donc un peu de retard dans son développement, mais il communiquait avec son frère, ils jouaient à cache-cache tous les deux, riaient et s'amusaient. Il était alerte et intelligent. Quand il a eu son vaccin RRO, on a eu droit à une année de hurlements. Il criait quasiment 24 heures sur 24. C'était intolérable. Quand il a eu 2 ans et demi, on a reçu un diagnostic d'autisme. Il était gravement atteint. On le sait quand on a un enfant qui est normal et qui, après avoir reçu le vaccin, devient subitement différent. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Nous avions vu ce qu'il était avant et comment il allait, et là, ce qu'il est devenu. Je souhaiterais ne pas avoir écouté le médecin qui nous a dit qu'il fallait faire vacciner notre enfant. Mais elle ne savait pas. Au fond, elle ne faisait que me transmettre l'information qu'elle avait à ce moment-là. Les enfants qui sont ici ont assurément été victimes de la vaccination. Leurs parents vous le diront, ils étaient bien, et puis du jour au lendemain, ils n'étaient plus la même personne. Quand on a des parents qui se plaignent et qu'on a des scientifiques qui confirment que l'exposition au mercure cause des problèmes et que l'exposition à l'aluminium cause des problèmes et que l'injection de 3 virus actifs dans un système immunitaire endommagé cause des problèmes, pourquoi refuse-t-on de le régler ce problème? C'est ridicule de trouver autant d'enfants dans une même petite ville, dans une même piscine, tous avec la même histoire. La Régie de la santé tient pour acquis que la multiplication des vaccins signifie une meilleure santé publique et une meilleure santé individuelle. Elle est convaincue que plus, c'est mieux. Mais où en est la preuve? Qu'est-ce qui prouve qu'il est mieux d'administrer de plus en plus de vaccins durant la tendre enfance pour prévenir toutes les infections infantiles? Qu'est-ce qui prouve que la santé individuelle et la santé publique s'en trouveront améliorées à long terme? Nous avons produit une brochure qui montre aux parents le nombre de vaccins que leurs enfants reçoivent jusqu'à l'âge de 6 ans. 48 doses de 14 vaccins. Ce sont là les vaccins que le Centre de lutte contre la maladie stipule que nos enfants doivent recevoir aux âges indiqués ici. On commence à la pouponnière, 12 heures après la naissance, avec le vaccin contre l'hépatite B. Cela veut dire que dans notre pays, la première expérience immunologique d'un bébé est le vaccin anti-hépatite B, alors qu'on ne sait encore que très peu de choses de l'enfant nouveau-né. Puis, à l'âge de 2 mois, tous ces vaccins sont recommandés. Ceux-ci à 4 mois, ceux-ci à 6 mois et ceux-ci de 12 à 18 mois. Et enfin, ceux-ci entre 4 et 6 ans. Là, il s'agit souvent de rappels, comme pour le RRO ou le DPT acellulaire. On administre maintenant à nos enfants le vaccin antigrippal à partir de l'âge de 6 mois. Et on recommande un rappel de vaccin contre la grippe tous les ans pendant 5 ans. Alors qu'aucune étude ne démontre que de vacciner de petits-enfants contre la grippe tous les ans soit efficace ou même sans danger. Depuis un quart de siècle, on n'a plus que doublé le nombre des vaccins qu'on administre à nos enfants. Pourquoi avons-nous si peur des micro-organismes que nous sommes prêts à vacciner tous les enfants avec de plus en plus de vaccins sans savoir si cela ne cause pas d'invalidité de longue durée ou de maladies chroniques chez une minorité de plus en plus grande d'enfants? Sommes-nous en train d'éliminer les maladies infectieuses durant la petite enfance aux dépens d'une vie entière de maladies chroniques et d'invalidité?
We are here today on behalf of tens of thousands of families of vaccine-injured autistic children to appeal to pediatrician members of the American Academy of Pediatrics to change their policies and protect children from being harmed by vaccines. I have 7-year-old triplets, and they were happy, healthy, bright. They loved to play and investigate. And then we took them in for their well baby visit, and they got multiple vaccines, including the MMR. And within weeks of that, 2 of my children, my son and one of my daughters, just went away. It's total insanity. They tell you the vaccines are mandatory, and that's a lie, and they don't tell you what's in it. You know, it's mercury, aluminum, formaldehyde, and antifreeze. Neurotoxic viruses. It's a toxic soup. Il y a eu MMR, celui qui est rougeole, rubéole et oréon. Il y a eu Varivax pour la varicelle. Il y a eu Méningitech, celui qui est pour la méningite. Et il y a eu le Prévenard, qui est pour les infections à pneumocoque, tout le 22 juin, toute la même journée. Un vaccin sur chaque bras, puis un sur chaque jambe. Puis tout ce qu'il a fait, ça apparente beaucoup à une encéphalite. Fait qu'ils ont mis comme diagnostic encéphalopathie épileptogène de type inconnu. Au réveil du coma, Alexis ne sait plus avaler, Alexis ne sait plus se tenir, Alexis ne sait plus parler, Alexis ne sait plus marcher. On recommence à zéro avec un nouveau bébé, sans savoir s'il va retrouver le même niveau de développement qu'un bébé normal. Hein? Comme Alexis. Montre-lui le flacon de thymérosal qu'on conserve dans un contenant en métal parce qu'on en a un peu peur et parce que c'est une poudre très fine. Ça, c'est du thymérosal. L'étiquette dit très toxique, a des effets cumulatifs, peut endommager les reins, le système respiratoire, la peau et le système nerveux. On mentionne spécifiquement ici que cela peut causer une toxicité de la reproduction et du développement, ce qui veut dire que cela peut causer de l'autisme et d'autres troubles du développement neurologique. C'est quelque chose d'extrêmement toxique. C'est ce qu'on trouve dans le vaccin. Il est important de se rendre compte qu'il s'agit d'une grande variété de produits. Les vaccins sont importants, bien sûr, parce qu'ils sont injectés directement. Par exemple, ici, on a le vaccin antitétanique. Celui-ci est expiré. Il est daté de 2007. Et voici le thymérosal, une partie par 10 000 comme préservatif. Le plus important aux États-Unis, en tout cas pour ce qui est de l'exposition au mercure, est le vaccin antigrippal. Ce vaccin est maintenant recommandé pour toutes les femmes enceintes, tous les nourrissons et tous les enfants, sur une base annuelle. Tu as le vaccin de l'an passé ? Il faut comprendre que le thymérosal n'est pas ajouté à la fin de la production. Une usine ne pourrait pas produire des vaccins sans thymérosal l'an prochain, par exemple. Il faudrait qu'il n'y ait plus de thymérosal dans toute l'usine. Or, on ajoute du thymérosal à toutes les étapes parce que l'usine n'est pas propre ou stérile. Ou bien on aura une usine stérile et coûteuse, ou le thymérosal ne sera pas nécessaire, ou alors il faudra utiliser du thymérosal ou quelque chose du genre. Il faut arrêter ça. Ici, on a le vaccin antigrippal d'Aventis Pasteur, le Fluzone. Thymérosal,
25 microgrammes de mercure par dose. Bien des gens ne sont pas au courant. Moi-même, je ne le savais pas. J'ai dû faire 2000 injections de Rogam dans mon temps. Je m'occupe de vaccination depuis 35 ans. Je ne savais pas que le Rogam contenait du thymérosal. Je crois que bien des médecins ignoraient cela. Ils ne savaient même pas que le mot thymérosal signifiait mercure. Bonjour, mademoiselle Masto. Bonjour, monsieur Frézal. Et là, on a lancé nos patients hier. On va pouvoir les lire dans la journée? Voilà, je vais pouvoir vous donner un truc. La réponse est bonne. La réponse est bonne. Et les premières ébauches? Je vais montrer ça. Nous avons été sollicités pour l'exploration biologique d'enfants autistes. Et il y avait dans la pathogénie de l'autisme ce problème qui était l'intoxication éventuelle au mercure. Le mercure, c'est un toxique particulier en ce sens qu'on ne le trouve pas dans le liquide biologique. Une fois qu'il a pénétré dans l'organisme, au bout de 3 mois, il diffuse et il se cache dans les tissus. Donc il fallait pour nous trouver un profil physiologique, un profil d'activité biochimique qui témoigne de la présence de ce mercure. Nous avons opté déjà depuis une dizaine d'années pour l'urine. Et nous cherchons dans cette urine des composés qui sont les porphyrines. Qu'est-ce que sont ces porphyrines? Ces porphyrines, ce sont des composés essentiels à la vie, d'accord, qui nous permettent d'utiliser l'oxygène, qui nous permettent de produire de l'énergie dans nos cellules, et puis, bizarrement, qui nous permettent de lutter contre les toxiques. Nous avons dosé dans les urines de ces enfants autistes ces porphyrines, et nous avons montré qu'elles étaient élevées. Pas toutes les porphyrines, mais les porphyrines, les métabolites, les composés, qui étaient spécifiques de l'intoxication au mercure. Là, nous allons pouvoir commencer à intégrer les échantillons. Il y a deux principaux, en gros, métaux lourds. Il y a le plomb et il y a le mercure. Notre organisme n'a pas été programmé pour traiter le plomb et le mercure. Il n'y a nulle part une place dans l'échiquier métabolique de notre organisme pour le plomb et le mercure. On n'a pas de voie de traitement, on n'a pas de voie d'élimination, on n'a pas de voie de mise de côté. Donc ce sont des intrus. Alors si ce sont des intrus qui sont passifs, inactifs, il y en a, sûrement. Il y a beaucoup de toxiques qui sont des intrus, mais passifs, inactifs, ils s'accumulent. Ils sont légèrement détoxiqués, puis ils ne causent pas de mal. Mais ceux-là, ils ont une action toxique qui leur est propre. Par exemple, le plomb, il bloque également la fabrication des porphyrines dont je vous ai parlé. Si on a moins de porphyrines, on peut moins dialoguer avec l'oxygène. On peut produire moins d'énergie. Le mercure, c'est encore plus compliqué. Parce que nous avons dans la cellule, qui est un pays, on peut comparer la cellule à un pays, c'est-à-dire la cellule, elle fabrique des substances. Et en même temps, elle est obligée de les transporter. Nous, ici, d'accord, dans notre pays, on a des usines, mais il faut bien aller en réalité porter, transporter les matériaux, d'accord, les produits qu'on leur fabrique, là où ils fonctionnent, là où on en a besoin. Pour ce faire, on a tout un réseau routier, un réseau de voies ferrées, transports fluviaux. C'est la même chose pour la cellule. La cellule, elle a ce qu'on appelle un cytosquelette. Et elle a un réseau de transport qui est un réseau de tubulines. On a montré, notamment Boyd Haley, il a montré que lorsque vous êtes intoxiqué au mercure, le mercure empêche la constitution de ce réseau de transport qui va toutes les extrémités, aux confins de la cellule, et qui va apporter là où on en a besoin ce qui est fabriqué dans l'usine, justement, de synthèse protéique. Et le mercure, c'est un accident, mais c'est ça. Il agit justement à ce niveau-là. Le résultat, c'est un affaiblissement du fonctionnement cellulaire. Et quand une cellule s'affaiblit, elle accumule les erreurs et elle accumule les malformations, et c'est un petit peu ce qu'on observe, par exemple, dans les lésions typiques de l'Alzheimer, d'accord, où il y a des plaques de neurodégénérescence parce que la synthèse protéique est perturbée. Tout ça peut avoir une explication, mais ce sont malgré tout que des hypothèses.
Okay, would you please rise and be sworn? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth, so help you God? I do. Seated. Everybody knows the value of vaccinations, and every time you testify, you tell us how valuable they've been, and we already know that. We're not here to say that vaccinations aren't important. They're very important. They've given us the highest quality of life of any civilization in the history of mankind. That ain't what we're talking about. We're talking about why they're putting mercury in vaccinations and why it's never been tested since 1929 when Lilly developed it. Mr. Egan, has thimerosal ever been tested by our health agencies? It's been only there were those early tests that you know of that were done by Lilly. And when was that test done? That was done in 1929. Yes. And okay, well, let's follow up on that. In 1929, they tested this on 27 people that were dying of meningitis. All of those people died of meningitis, and so they said there was no correlation between their death and the mercury in the vaccines. That is the only test that's ever been done on thimerosal that I know of. Can you think of any other? No, in people, no. Okay, Except for accidental exposures, overexposure. Okay, so we have mercury that's being put into people's bodies in the form of this preservative and has been since the 30s, and it's never been tested by our health agencies. And yet you folks come here and you testify that there's no conclusive evidence, and the IOM says they favor, get this, they don't say they're sure, they say they favor rejection of a causal relationship between mercury and autism and other neurological disorders. Mr. Egan, can you say to me right now that that amount of mercury being injected into a baby will not hurt it? It's impossible to make those categorical statements of 100%. That's right. That's what I want you to say. Scientific endeavor. So it is possible that the amount of mercury that's being injected, even in trace amounts, could damage a child neurologically, right? I don't think it has that capacity. No. I mean, that's, we can argue. I know, but you don't think it is, but you can't say categorically, can you? Do I have evidence for every single child, for every possible dose? The answer is no. There you go. We've been after this now for 8 years. Now, progress is being made, but sometimes I feel like it's pulling a wisdom tooth where they get in your mouth with both feet and both hands and they're jerking that tooth out. I mean, it's just so hard to get it moving. Pourquoi ils en ont mis dans les vaccins? Parce qu'ils prétendent qu'il y en a si peu que ça ne peut faire de tort à personne. Mais ils ne font que contourner la question. La vraie question est de savoir si c'est toxique ou non. Et ce l'est. Tout ce qui entre dans le corps humain devrait en être exempt. À mon avis, nos organismes de santé ont été négligents à l'égard de leur responsabilité de s'assurer que tout ce qui entre dans le corps humain soit exempt de mercure, surtout les vaccins. Ça va bien? Oui, merci, merci. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Vous avez pas eu trop de monde? Non, non, personne sur la route. Je me suis fait vacciner quand j'étais au collège, quand j'avais 13-14 ans. Je me suis fait vacciner vaccin contre l'hépatite B. Comme on disait que ça se transmettait par la salive et qu'à l'époque, nous, c'était les seules relations qu'on avait avec nos petits copains. Ils avaient dit c'est le baiser qui tue. En fait, c'était le virus des jeunes, le virus du sida. Enfin, c'était le tapage médiatique. Je fais une crise à peu près tous les 6 mois. Ma dernière poussée, ça touchait la motricité. Je pouvais plus marcher. Enfin, si, je pouvais marcher, mais à une allure très réduite. Et le regard des gens, c'est assez blessant parce que je marchais un peu comme si j'étais ivre, parce que mes mouvements sont plus coordonnés. Je sens plus mes mains. Enfin, je suis assez maladroite parce que maintenant je fais tomber pas mal de choses. Je me cogne partout parce que j'ai une diplopie qui est jamais partie. En fait, mon champ de vision maintenant, où je vois bien à peu près à partir de là, je vois double. À partir d'ici. Donc tout ici, je vois double. Donc je me cogne pas mal et je pense que c'est pour ça que dans les transports en commun, dans
dans les escalators, dans les escaliers, dans la rue, je tombe beaucoup parce que je visualise mal. Normalement, j'ai plus le droit de conduire. L'exemple de la vaccination en France sera pris plus tard dans les écoles de santé publique comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière de vaccination. Alors, tout est parti d'un rapport de l'OMS ou de conseils venant de l'OMS disant il faut vacciner toute la population si on veut éradiquer l'hépatite B. Or, je vous rappelle qu'en France, on estimait à ce moment-là qu'il y avait entre 0,1 et 0,3% de la population qui était porteur du virus. Donc un pourcentage réduit de la population. Les jours qui ont suivi, ce fut la panique en France. Parce que tous les gens se sont précipités dans les pharmacies pour acheter du vaccin. Et on les a vaccinés depuis l'âge d'1 an jusqu'à l'âge de 75 ans. Les grands-parents qui amenaient leurs enfants au médecin pour être vaccinés leur disaient « Et moi, je ne peux pas être vacciné ?» « Bien sûr, madame, on va vous vacciner. » Donc, on a vacciné comme ça des gens qui n'avaient absolument aucun risque d'attraper l'hépatite B. Moi qui suis médecin, qui soignais des hépatites B, je ne me suis pas fait vacciner. Je n'avais aucune raison de me faire vacciner, car je n'avais pas de possibilité de contamination. Pour être contaminé, il aurait fallu que j'aie des rapports sexuels avec les malades qui avaient une hépatite B. La déontologie ne me permet pas ce type de rapport. Et d'autre part, il fallait que je sois en contact avec le sang des malades, mais ce n'est pas moi qui suis en contact avec le sang des malades, ce sont les infirmières qui sont en contact avec le sang des malades. J'aurais pu être toxicomane, je n'étais pas toxicomane, je n'étais pas non plus homosexuel, je n'avais pas une multitude de partenaires sexuels, donc je n'avais aucun risque majeur d'attraper l'hépatite B. Donc je ne me suis pas fait vacciner. Mais on a vacciné dans le service dont j'étais le responsable, on a vacciné les secrétaires, parce qu'elles étaient en contact avec les dossiers des malades qui pouvaient contenir le virus B. C'était une véritable folie. Voilà, ça c'est mon outil de travail. Parce que à la maison, tout ça, j'en ai pas besoin. En voiture non plus, évidemment. Eh bien, c'est de la liberté. C'est de la liberté parce que je peux me déplacer sans ralentir les gens qui m'accompagnent, sans prendre des médicaments tout le temps et sans être dans la douleur. Et puis, c'est génial, quoi. C'est vraiment pratique. Ça dépend des trottoirs. Mais bon, c'est quand même bien. Bon, allez, c'est parti. Je me préparais à aller former un technicien sur des centrales photovoltaïques. Je faisais ça bénévolement pendant mes vacances. Mon médecin m'a dit à l'époque, il vaut mieux pour la Guadeloupe faire le vaccin à l'hépatite A. J'étais vacciné en fin 99 et début 2000. Et vers la fin de l'année 2000, je dormais mal, j'avais des douleurs, une sensibilité à la pression. Entre-temps, on avait éliminé la polyarthrite ankylosante, les rhumatismes, on avait fait par élimination un tas de choses, on avait parlé de fibromyalgie, de choses comme ça.
Et puis ce fameux article sur la myofasciite à macrophage et le lien éventuel entre l'aluminium contenu dans les vaccins et ce syndrome qu'on pouvait isoler ou retrouver par une biopsie. Ah oui. Ah ben voilà, un PS, quand c'est bien fait, ça donne satisfaction. Et ça, c'est sur une paraffine. Eh bien, la biopsie musculaire, c'est une des clés du diagnostic des maladies neuromusculaires. Ce sont des maladies rares, mais qui sont extrêmement nombreuses. Je crois qu'on en a répertorié 350, quelque chose comme ça. Donc il y a une maladie par jour, on pourrait dire, différente au cours d'une année. Pas très convaincant, je dirais. Voilà, ici on voit beaucoup mieux. Vous avez ici un muscle deltoïde. Ce muscle est composé de plusieurs faisceaux musculaires enrobés dans un tissu conjonctif qu'on appelle un fascia. Et donc quand on fait une biopsie musculaire, c'est-à-dire un prélèvement chirurgical du muscle, c'est dans ce tissu conjonctif, donc la partie blanche à ce niveau-là, que se situe la lésion de myofasciite à macrophage. Ce matériel, on peut l'examiner en microscopie électronique, donc à très fort grossissement. Et vous voyez que dans le cytoplasme de ce macrophage, il y a des structures noires, un peu hétérogènes, qui à très fort grossissement ont une structure fibreuse ou cristalline, qui en font donc une nanoparticule ou un nanomatériau, dont l'analyse par différents procédés de biophysique nous a permis de démontrer qu'il s'agit de nanocristaux d'hydroxyde d'aluminium, c'est-à-dire l'adjuvant vaccinal. Allô? Oui, bonjour. L'aluminium est un composant actuellement très important de certains vaccins et pas tous. Il est ce qu'on appelle un adjuvant. C'est-à-dire quand vous vaccinez quelqu'un contre un virus, en fait vous injectez d'une part une particule virale, un fragment du virus, plus ce qu'on appelle l'adjuvant, parce que l'adjuvant lui permet de stimuler l'immunité contre la particule virale. Si on injecte qu'une particule virale chez un individu, l'individu ne fera jamais d'immunité. Il ne fait de l'immunité que parce qu'il existe l'adjuvant. L'adjuvant, son rôle, c'est de stimuler l'immunité. Il attraque, il amène l'immunité, les cellules immunitaires, et il dit, regardez, il y a une particule virale, faites votre immunité pour quand vous la reconnaîtrez, quand vous la rencontrerez une prochaine fois, vous la détruisez immédiatement. Donc c'est le rôle de ce qu'on appelle l'adjuvant qui va stimuler l'immunité, et cette immunité va se retourner contre la particule virale. Pour ce qui concerne la question spécifique de l'hydroxyde d'aluminium, il a été introduit dans les vaccins en 1927. Et comme il était considéré devant être éliminé en quelques jours après l'injection, personne ne s'est posé la question d'une toxicité à long terme de ce vaccin. Ça depuis 1927. Et donc c'était entériné par l'habitude que l'hydroxyde d'aluminium était un bon adjuvant en termes de réponse immunitaire souhaitée pour les vaccins, et en termes de safety ne posait aucun problème parce que toutes les questions de safety ont été adressées sur des périodes courtes. Chez les gens qui ont une myofasciite à macrophage, on refait 10 ans plus tard leur vaccination, leur dernière vaccination aluminique, on refait une biopsie musculaire, on retrouve cet aluminium. Ce qui sous-entend probablement que ces gens-là sont prédisposés, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, génétiques, moléculaires, autres, sont prédisposés à ne pas détruire leur aluminium et ne pas l'éliminer suffisamment. On va dire de 2000 à 2002, on ne m'a jamais posé des questions sur mes vaccins. 2003, 2002, 2003, on ne m'a jamais posé de questions sur mes vaccins. Et puis moi, je l'ai évoqué quelquefois. Et chaque fois que je l'évoquais, j'avais une réaction immédiate et quasi unanime du corps médical qui disait « mais non, il n'y a aucun lien, c'est éprouvé, même pour la sclérose en plaques, il n'y a pas de lien. » Donc chaque fois, ça n'ouvrait pas la discussion, c'était pratiquement une fin de non-recevoir. Malheureusement, les patients qui sont atteints de myofasciite à macrophage, ils ont à la fois un blocage mental, je dirais, du monde médical à remettre en cause les vaccins au bénéfice
au regard du bénéfice qu'apportent les vaccins à l'histoire de la santé humaine. Et d'autre part, il développe un cortège de symptômes avec lesquels la plupart des médecins ne sont pas encore à l'aise et pas en confiance avec ce dont on parle. Et puis il y a un troisième niveau de blocage qu'on ne va pas minimiser, bien entendu, c'est un blocage industriel, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies industrielles qui ont décidé d'utiliser l'hydroxyde d'aluminium comme un adjuvant et qui, sauf si elles y sont absolument contraintes, ne reviendront pas sur cette décision parce que toute leur gamme industrielle est fondée là-dessus et donc il y aurait des coûts induits probablement considérables. Et s'il n'y a pas une obligation qui leur est faite de changer d'adjuvant, eh bien, ils n'ont pas de raison d'en changer, je dirais, tant que les vérités médicales, scientifiques, judiciaires n'auront pas été clairement exposées. Merci. Et t'avais dit aussi des légumes si tu faisais une soupe, non? J'ai de la flemme en général. C'est bon. Alors Antoine. Si on commence à agiter les quelques centaines ou milliers d'accidents vaccinaux, comme les gens vont plus vacciner, ça va être terrible pour l'humanité, les maladies vont gagner du terrain, vont faire des dégâts énormes. C'est le discours qu'on a en face de nous. Est-ce que pour autant il faut accepter l'idée qu'on fait partie du 1 pour 1000 ou du 1 pour 100 000 qui doit être sacrifié pour le bien de la santé publique? Quand c'est les autres qui sont concernés, on se dit c'est déjà difficile quand ça nous tombe dessus. Comment réagir? Non, mais ce qui va, c'est qu'Aurélie, elle a le moral et puis elle nous donne aussi la force de passer au-dessus de tout ça, quoi. Et c'est sûr que c'est une dure épreuve. Surtout, on préférait que ce soit à nous, que ce soit arrivé, qu'à Aurélie qui a encore toute sa vie devant elle. C'est surtout ça qui est difficile à accepter, quoi. Je peux pas parler. Non, c'est le fait qu'on n'en parle jamais en fait. Que là, ça remonte d'un coup. Surtout Lionel, hein. Moi, oui. Si j'avais pas en fait l'aide de mes parents, ça aurait été super dur, quoi. Je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime le plein air, être avec ma famille, pratiquer des sports. J'aime tout. Mais quand je suis tombée malade, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais même plus regarder dehors. J'avais fait mettre des cartons dans mes fenêtres. Regarder dehors m'était devenu insoutenable. La lumière était trop forte et je ne pouvais plus la tolérer. Même le chant des oiseaux me paraissait trop bruyant. Plus rien n'avait de sens. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si malade. Je n'arrivais pas à croire que c'était le vaccin qui m'avait rendue malade, parce que je n'avais jamais entendu dire que c'était possible. Je ne mangeais plus, j'avais perdu près de 20 kilos en 8 semaines. En désespoir de cause, on m'a fait prendre des stéroïdes pour me faire manger et aussi pour réduire l'enflure cérébrale. Puis un jour, j'ai réussi à parler et à dire à mon père que je pensais avoir fait une réaction au vaccin. J'étais là, je la voyais assise dans la chaise, sachant qu'elle allait mourir et que je n'y pouvais rien. Un des médecins avait prescrit de la vitamine A.
Un autre avait appelé pour dire « Elle ne pourra jamais travailler, elle ne pourra pas faire des études, elle ne pourra jamais se débrouiller seule, elle va devoir se soumettre à une psychanalyse profonde toute sa vie. Et puis, en passant, nous ne voulons plus la voir. » Les 7 médecins consultés l'avaient simplement condamnée. Quand les professionnels vous abandonnent, et qu'ils vous abandonnent en se fondant sur vos imperfections, sur vos émotions, et sur votre désir de trouver une raison, au lieu de dire « Allons, ces gens-là ne sont pas hystériques », ce n'est pas comme si nous étions attachés à un enfant unique. Nous avons d'autres enfants, et il nous fallait nous occuper d'eux. Mais simplement parce que nous étions là, ils avaient l'audace de prétendre que nous étions des parents hystériques. C'est simplement dégradant. C'est dégradant. Ils ne nous considèrent pas comme des personnes. Leur discours laisse entendre qu'ils le font, mais ils ne le font pas. C'est une grande frustration pour moi. Et le fait qu'aujourd'hui ils s'entêtent à nier qu'il y ait une relation causale, pour moi, c'est absurde. Comment expliquez-vous ce qui s'est produit? Et là, se faire répondre, c'est juste que nos diagnostics sont plus précis aujourd'hui. C'est un affront pour les parents. C'est un affront pour les personnes concernées. Et c'est un affront pour les personnes qui, comme Stéphanie, se sont rétablies et qui tentent de dire à tout le monde, voici une façon de faire, c'est ce qui a marché pour moi. Comment ils justifient ça? C'est tout à fait inconcevable. Que le monde médical s'examine, qu'il se réveille et reconnaisse l'existence d'un lien causal. Si on considère tous les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ne sont pas nés ainsi, mais qui ont une déficience intellectuelle, si l'on prend les enfants qui ont un TDA, un trouble déficitaire de l'attention, si l'on prend les enfants qui ont un TED, un trouble envahissant du développement, ou le syndrome d'Asperger, et toutes les maladies auxquelles on peut penser qui sont liées à un problème d'apprentissage neurologique, quand on additionne tous ces cas, et je crois fermement qu'on devrait tous les inclure puisqu'ils font tous partie du même spectre, du même processus, alors on a à peu près un enfant sur 6. C'est un phénomène récent. Tous les instituteurs qu'on interroge et qui enseignent à des enfants depuis 30 ans vous diront que ce n'était pas comme ça quand ils ont commencé à enseigner. C'est comme ça maintenant. Quelque chose a changé. Les enseignants rient quand les médecins leur disent « C'est parce que nos diagnostics sont meilleurs. La situation était la même avant. » Je vous garantis que si on avait eu autant d'enfants qui font une crise de colère incontrôlable en plein milieu d'une épicerie, il y a 30 ans, on aurait diagnostiqué de l'autisme. Très bien le sujet, qui est honnête et puis qui pourra faire sortir des choses si on lui amène quelque chose à se mettre sous la dent. Là, dans ces dossiers recensés depuis 1997 se retrouvent tous les malades victimes des effets secondaires du vaccin hépatite B aux diverses pathologies, donc neurologiques, rhumatologiques, et dermatologiques, ophtalmologiques, toutes les maladies auto-immunes et sclérose en plaques notamment. Pour ces gens qui ont une diminution de leur capacité de vie, qui ont perdu leur vie professionnelle, qui ont souvent eu une déstabilisation de leur vie familiale et économique aussi, c'est un drame. Dire que c'est lié au hasard, que c'est la notoriété qui fait que les gens se déclarent,
il nous déclarerait toutes les maladies qu'on peut avoir au hasard, indépendamment d'une vaccination. Il nous déclare celle-là. Alors, ce que tu dis, donc on peut essayer de l'illustrer sur un schéma. C'est que ça, c'est un schéma qui est issu des données de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui compare le nombre de doses vaccinales vendues en France, donc avec un pic, bien évidemment, dans les années 94 à 96, avec plus de 30 millions de vaccinés. Et bien on s'aperçoit qu'avant ce pic vaccinal, il y avait à peu près entre 8 000 et 9 000 personnes par an qui déclenchaient une polyarthrite rhumatoïde. Et on s'aperçoit qu'à partir de 1995, eh bien, on a une augmentation régulière tous les ans du nombre de polyarthrites qui ont été recensés. On a des chiffres similaires. Si on prend le nombre, par exemple, de spondylarthrites ankylosante, eh bien, on voit qu'il y a une augmentation statistiquement significative à partir des années 95-96. Idem pour le lupus et la périartérite noueuse. Et donc, il suffirait de poser la question de savoir si ces maladies auto-immunes, si ces gens qui ont développé une maladie auto-immune, leur poser la question, est-ce que vous avez été vacciné ou est-ce que vous n'avez pas été vacciné? Et à partir de cette notion très simple, on pourrait en tirer une étude, un lien de causalité éventuel. Ça serait très facile de répondre à cette question, mais personne ne veut poser cette question. On a demandé à l'AFSAPS, après avoir expliqué le projet statistique qui pouvait être conduit, de faire une collaboration, puisque toutes les données qu'ils ont, pour l'essentiel, 80%, sont dans les dossiers qui sont ici chez nous. Eh bien, au lieu de nous envoyer toutes les données, on nous envoie des données filtrées. Et par exemple, pour prendre un exemple important, on donne des données sans l'âge des victimes. Or, l'âge, une CEP qui se déclenche à l'âge de 5 ans ou de 6 ans, c'est tout de même pas la même chose qu'une CEP, une sclérose en plaques qui se déclenche à l'âge de 50 ans. Alors, pourquoi ne voulez-vous pas communiquer l'âge, étant donné que vous l'avez? C'est parce que ça pourrait tromper l'anonymat des données. Alors, vous comprenez que quand vous voyez des prétextes de ce style-là, on voit bien qu'il y a une sorte d'opposition à la transparence sur les effets indésirables du vaccin. Dans la surveillance de tous médicaments, y compris les vaccins, les autorités de santé vont faire une évaluation de toutes les données qui sont mises à disposition. Donc il y a des obligations au niveau industriel en termes de rapporter à l'autorité de santé tous les effets indésirables dont ils ont connaissance. Mais en France, par ailleurs, nous avons notre système de pharmacovigilance avec les centres régionaux de pharmacovigilance et vous avez donc des notifications qui sont indépendantes de celles qui arrivent vers l'industriel. Donc vous avez au moins 2 sources des notifications d'effets indésirables. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que les agences régionales de l'AFSAPS n'avaient pas le même taux de rejet. Et j'ai repéré 2 régions dans lesquelles le taux de rejet était important et concernait précisément certains types de maladies qui sont malheureusement relativement fréquentes dans les effets indésirables. Et on voit bien que ce filtrage est lié au facteur humain. Et ça, c'est quelque chose. Si vous voulez, les victimes rencontrent ce sort de barrage qui est un barrage idéologique, je pense, de gens qui disent mais non, le vaccin c'est quelque chose qui est fait pour protéger, ça peut pas faire de mal. Et ça, on s'en rend bien compte par ce filtrage, même derrière la déclaration faite. Voilà, ça c'est le Vidal 95. Angérix, donc, il signale que son vaccin peut donner dans les effets indésirables des fatigues, vertiges, nausées, vomissements, mais également des choses beaucoup plus graves comme une réaction allergique de l'anaphylaxie, des effets secondaires neurologiques, paralysie, neuropathie, névrite, y compris le syndrome de Guillain-Barré, sclérose en plaques. Et on arrive aux maladies auto-immunes, c'est-à-dire arthrite, et puis vascularite, donc des phénomènes. Donc là, on a triplé le listing des effets secondaires la même année, 95. Les vaccins, comme les autres médicaments, sont susceptibles d'induire des effets indésirables et parfois des effets indésirables graves. Tant que ces effets indésirables graves restent quelque chose de rare, on peut accepter. Et au niveau des populations, je veux dire que l'acceptation au niveau individuel, c'est encore un autre problème. Et c'est vrai que lorsque vous avez en face
un patient qui était en bonne santé, qui est vacciné et qui est l'objet d'un effet indésirable grave, ça sera extrêmement difficile de l'accepter au niveau de cet individu-là. Les vaccins ont des effets négatifs sur beaucoup plus de gens que ce que la Régie de la santé n'a jamais estimé. Pourtant, on continue d'adopter la position pseudo-morale de l'utilitarisme pour justifier de ne pas effectuer les études scientifiques permettant d'identifier qui est à haut risque, qui, au plan génétique et biologique, risque de souffrir de la vaccination et de ne pas être en mesure d'affronter une vaccination. On s'entête à dire « Oui, mais c'est le prix à payer. Certains en souffrent, mais c'est pour le bien de la majorité. » C'est pourquoi je m'oppose à l'argument utilitariste dans toute politique publique, parce que c'est une pente dangereuse. Combien de personnes peut-on sacrifier? 500? 5000? 500 000? Combien de personnes peut-on sacrifier au nom du bien commun pour protéger le public de la maladie? Là, tu as dit pas perfusé, tu as coupé exsanguiné puis tu as coupé chacun des hémisphères, c'est ça? Alors, nous, on est un laboratoire qui travaille sur une nouvelle science qui s'appelle la neuroimmunologie. On travaille particulièrement sur plusieurs modèles, des modèles d'infection aiguë, par exemple méningite, encéphalite avec des virus ou des bactéries. On travaille aussi sur des maladies chroniques comme la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, la sclérose amyotrophique latérale. Ce sont des maladies neurodégénératives avec lesquelles il y a une composante immunitaire, c'est-à-dire une activité de certaines cellules immunitaires que l'on appelle la cellule microgliale. Donc, nous, on s'intéresse à toutes ces questions-là, c'est-à-dire les questions quel est le rôle de la réponse immunitaire dans le cerveau, qu'est-ce qu'elle fait, cette réponse-là, puis comment on peut l'utiliser maintenant comme outil thérapeutique. Donc, le système immunitaire du cerveau, c'est un système qui est composé de cellules que l'on appelle les cellules microgliales. Puis, ces cellules-là, ce sont des cellules un peu comme le macrophage que l'on retrouve en périphérie. On a autant de cellules microgliales que l'on a de neurones, c'est-à-dire c'est un rapport 1 pour 1. La différence, c'est que les cellules microgliales ne sont pas organisées en régions spécifiques ou en noyaux, comme les neurones le sont. Bien, ils vont tapisser un peu l'ensemble du tissu cérébral, c'est-à-dire autant la matière blanche que la matière grise. Puis, on peut voir, par exemple, ici, c'est une petite cellule qui a de l'air, en fait, d'une pieuvre. Ces ramifications-là, constamment dans le tissu cérébral, vont essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, s'il y a une présence de matériel qui pourrait être toxique pour les neurones. Et aussitôt qu'il y a un problème, vous verriez des millions de cellules aller vers le centre. Où est-ce qu'il y a le problème? Et essayer de contrôler, justement, l'environnement immunitaire qui vient d'être très agressant ici dans le cerveau-là. Donc, c'est une cellule qui est extrêmement dynamique, contrairement à ce qu'on pensait avant. OK? Donc, c'est vraiment cette caractéristique-là. C'est la seule cellule qui a vraiment cette caractéristique-là de raffiner ses ramifications, ses bras immunitaires dans le tissu nerveux, en fait. On a toujours les trois groupes, le groupe qui est LPS, le groupe irradie et le groupe contrôle. Okay. Les radiations, c'est quand même... Ça, c'est LPS aussi. C'est LPS. Donc, les radiations commencent à partir aussi. C'est ça. Ici, si vous voyez, 24 heures, irradié ici. Il faut dire que la cellule immunitaire microgliale, c'est une cellule qui va produire beaucoup de molécules inflammatoires, qui s'est impliquée dans la réponse inflammatoire. Puis cette réponse inflammatoire-là, comme vous le savez, c'est une réponse à double tranchant. La réponse inflammatoire est là pour protéger, mais aussi la réponse inflammatoire, lorsqu'elle est extrêmement importante, exagérée et soutenue, elle peut avoir des conséquences graves, en fait, sur le tissu cérébral.
une des conséquences graves de la réponse inflammatoire d'une activité microgliale qui ne serait pas contrôlée de façon appropriée, c'est une dégénérescence de la matière blanche. Le terme scientifique s'appelle une démyélisation. La cellule microgliale, elle ne sait pas trop quoi faire, elle se suractive dans un cas comme ça. La réponse inflammatoire, elle est très importante, puis les conséquences sont graves, là. Ça mène soit à la mort ou si la personne est sauvée, ça peut même mener à des déficiences cognitives et même des déficiences de régions du cerveau qui sont permanentes, en fait. Bien, Lauralie, elle est née à terme. C'est un enfant qui est né avec une microcéphalie, donc il y avait un périmètre crânien inférieur à la moyenne. Lauralie, jusqu'à 4 mois, avait un développement qu'on trouvait relativement normal. Suite à la vaccination, Lauralie a eu beaucoup de problèmes, mais a perdu surtout énormément d'acquis au niveau psychomoteur, intellectuel aussi. À l'âge de 8 ans, Lauralie est toujours incapable de marcher, incapable de parler, qui est obligée de dépendre de quelqu'un pour faire le moindre geste et faire la moindre petite chose. Quand Lauralie a réagi 45 minutes après le vaccin, tout de suite, j'ai su que c'était relié au vaccin. Il n'y avait aucun doute dans ma tête. Ça, c'est la monographie du vaccin. C'est les compagnies pharmaceutiques qui produisent ces documents-là dans lesquels on retrouve la description des produits utilisés. On parle des précautions à prendre pour des enfants qui ont des problèmes neurologiques, soit confirmés ou sous-jacents. Et que ces enfants-là risquent potentiellement de développer des problèmes neurologiques beaucoup plus importants. Il semble que les nourrissons et les enfants atteints d'affections neurologiques sous-jacentes présumées ou confirmées, ce qui était le cas de Lauralie, présentent un risque accru de manifestation de ces affections dans les 2 ou 3 jours après l'administration du vaccin avec agent anticoquelucheux à cellules entières. Donc, la décision d'administrer Pentacel à des enfants présentant des troubles neurologiques sous-jacents confirmés ou présumés doit être prise au cas par cas, en pesant les risques et les avantages. Pourquoi ces informations-là ne se retrouvent pas dans le protocole d'immunisation? Parce que c'est sûr que si j'avais lu ça avant la vaccination, on n'aurait pas fait vacciner, là, c'est clair et net. Non? Le patron de la réponse immunitaire est très, très différent d'une personne à une autre. Et très différent aussi en fonction de qu'est-ce que cette personne-là a eu comme type d'infection et à quel moment de sa vie aussi. Est-ce qu'elle était jeune? Est-ce qu'elle était bébé? Est-ce que c'était une infection périnatale? Est-ce que le cerveau était bien formé? Est-ce que toute la barrière hémoencéphalique était bien formée avant qu'il y ait eu cette infection-là? Est-ce qu'il y a eu une histoire de méningite? Il y a eu un antibiotique, donc on a sauvé le bébé, tout est correct, mais l'immunité innée, lui, il est resté encore différent, n'est-ce pas? Donc, vous allez vacciner par-dessus ça. OK? Donc, vacciner par-dessus ça, ça ne veut pas dire que vous allez tuer l'enfant, vous allez causer une maladie nécessairement, mais ça veut dire que s'il y a eu un patron immunitaire très différent d'une personne à une autre, ça peut grandement expliquer tout ce qui existe présentement sur la susceptibilité de certaines personnes à des infections ou à des préparations de certains vaccins, entre autres, et peut-être augmenter le risque de maladies chroniques, entre autres. Ce qu'on avait vécu aussi à travers les différentes étapes de suivi à l'hôpital qui ont été inévitables après l'entrée de Lauralie à l'hôpital suite à la vaccination, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune sensibilisation possible des praticiens qui nous approchaient pour suivre Lauralie à l'effet de dire est-ce que ce serait possible d'investiguer la possibilité que la vaccination soit responsable? Il y avait toujours comme une espèce de mépris et comment je pourrais dire, d'incompréhension par rapport à ce qu'on leur demandait. C'était comme si pour eux autres, on parlait de quelque chose d'absolument impossible. Tu sais, on note pas ça dans les dossiers médicaux, on n'en parle pas. On veut pas en parler, là. Ça c'est clair et net, là. Ça, on le sent là, profondément, dès le départ. Là. C'est ça. C'est un sujet tabou, là, mais énormément tabou. C'est sûr qu'à partir de là, on a vraiment enclenché un processus pour être évalué en comité d'évaluation pour recevoir une indemnisation suite à une vaccination. C'est vraiment ça qui a déclenché la démarche auprès du ministère. On a mis en place un programme social pour favoriser à la fois la vaccination et l'indemnisation des victimes de vaccination.
On a voulu donc dire, on vous encourage à vous faire vacciner, puis si jamais il arrive une complication, on va vous offrir un programme pour vous compenser. Donc, c'est un programme à finalité sociale qui vise, dans le fond, à protéger les victimes, protéger le public. Le problème qu'on a actuellement, c'est que ce programme-là, il n'est pas appliqué vraiment pour une fin qui est, c'est-à-dire d'une manière qui remplit sa finalité, dans le sens où on est beaucoup trop exigeant sur la relation de cause et effet avec le vaccin. Autrement dit, si ce n'est pas établi scientifiquement par d'innombrables études, on va refuser cette association-là. Alors, écoutez, moi, je trouve qu'encore ici, ce processus-là, il est rendu tellement lourd, le processus de procès qu'on fait actuellement, que quant à moi, il dénature aussi la fin du programme. C'est injuste qu'on impose aux citoyens de se trouver, d'engager des avocats, des experts, exactement comme ce qui existait avant et qu'on a voulu éviter. Là, on reproduit le même modèle. Mais pour le parent qui a un enfant qui allait bien et qui, dans le temps, associe un vaccin à un effet, il peut être convaincu que le préjudice est là. Bon, l'analyse, le choix qui a été fait au Québec par rapport à ça, c'est de faire une approche biomédicale, de regarder un petit peu à partir de la littérature scientifique et de voir y a-t-il d'autres causes qui peuvent expliquer le phénomène. Et sans avoir tous les critères d'une relation de causalité qu'on démontre en science, si on ne trouve pas d'autres causes ou qu'il n'y a pas d'indice qu'il y avait un phénomène sous-jacent antérieur, on donne le bénéfice du doute. Je travaille depuis plusieurs années sur les conséquences de la vaccination anti-hépatite B. Ce dossier a été ouvert il y a 7 ou 8 ans. Ce que je peux dire, c'est que l'une des grosses difficultés dans ces affaires de santé publique et effectivement pour la vaccination anti-hépatite B, c'est de déterminer le lien de causalité entre les pathologies. Je dis bien les pathologies parce qu'il y en a plusieurs qui seraient en cause et la vaccination. Et c'est toute cette difficulté qui pose d'énormes problèmes parce que effectivement la science n'est pas certaine et on ne peut pas demander à une science incertaine une certitude pour la justice. Moi, ce qui me frappe encore, c'est un contraste entre ce qui est la réalité officielle, des décisions, des expertises, des médecins, ils ne sont pas fous, des spécialistes de la question, des publications en France, en Grèce, aux États-Unis, en Australie, partout, qui établissent la réalité de la chose et le retard, disons, pour être aimable, de certains à admettre que tout ceci soit une réalité. Les conséquences de tout ça, c'est qu'on est obligé de faire des demandes d'expertise, de faire des demandes de contre-expertise, de refaire des demandes d'expertise et de recommencer nos demandes d'expertise et que je fais ça en ce moment à peu près tous les mois. Je vais plaider à la fin du mois sur des demandes de contre-expertise qui me sont rejetées en disant les experts ont déjà dit que. Eh bien je dis moi les experts ont mal travaillé. On verra, mais je pense qu'on y arrivera. Moi ce qui me fait mal aussi quand même, c'est le nombre de victimes qui doivent se débrouiller toutes seules. Voilà, c'est ça. Hein, il y a en France, il y a 125 personnes qui ont reçu une indemnisation officielle de la part de la Direction générale de la santé. 125. Et on a 2700 dossiers de personnes qui ont eu un effet secondaire grave. Hein. Dont des décès d'ailleurs. Dont des décès, bien évidemment.
Essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il y a tellement de victimes qui ont du mal à être indemnisées et à ce qu'on fasse reconnaître leurs droits, à ce que dans tout le milliard qui a été consacré à la vaccination, on leur dégage les quelques centaines de millions dont ils ont besoin pour vivre, ne serait-ce que, pas normalement, mais avec des moyens matériels qui les aident dans les difficultés qu'ils rencontrent. J'avais des préjugés sur cette question. Si vous étiez venu me voir il y a 5 ans, avant que je ne sache tout ça, je vous aurais regardé de haut. Que voulez-vous dire, vous n'avez pas fait vacciner votre enfant? Il faut que votre enfant se fasse vacciner, sinon il pourrait être gravement malade. C'est ce qu'on nous a appris et c'est certainement vrai en grande partie. Mais il est malheureusement tout aussi vrai de dire que votre enfant pourrait subir de graves lésions et souffrir grandement de la vaccination. Il faut aussi entendre l'autre version de l'histoire. Assurons-nous que les parents, les enseignants, les administrateurs et le public en général savent qu'il existe 2 versions de cette histoire. Je serais prêt à parier que si vous descendiez dans la rue et demandiez à 100 personnes si un vaccin peut faire du tort, tous les 100 vous répondraient non. Et je vous garantis que si on leur demandait « Et si un vaccin vous causait du mal, que feriez-vous » Ils répondraient « J'intenterai une poursuite. J'irai au palais de justice en face. Le palais de justice se trouve là, de l'autre côté de la rue. » Ils diraient « J'irai demander justice. » Et là, si on leur disait ceci, « Vous ne pouvez pas avoir justice ici. On ne peut pas présenter une cause comme celle-là ici. Il n'y a qu'un endroit aux États-Unis où l'on peut plaider une telle cause, et c'est à Washington, D.C. Je parie qu'il resterait bouche bée. » L'ennui, c'est que c'est très controversé. Très peu de gens touchent une indemnisation du fonds de compensation pour lésions causées par vaccination, qui dispose pourtant d'environ 3 milliards de dollars à l'heure actuelle. J'ai parlé à différents présidents de sociétés pharmaceutiques importantes et je leur ai dit, vous craignez de faire face à des recours collectifs. Par exemple, si le mercure dans un vaccin causait des lésions à un grand nombre de personnes, ces entreprises pourraient faire face à des poursuites qui pourraient être désastreuses au plan fiscal pour elles. J'ai donc dit aux différents présidents de ces sociétés pharmaceutiques, ce que je pourrais faire, c'est parrainer un projet de loi qui vous protégerait contre des recours collectifs, à condition, premièrement, que vous fassiez disparaître le mercure et les produits chimiques toxiques de tous vos vaccins. Et deuxièmement, que vous vous serviez du processus de vaccination pour faire une plus grande contribution monétaire au fonds de compensation pour lésions causées par vaccination, pour que les gens qui ont subi des lésions soient indemnisés. Il faudrait cependant que ce fonds de compensation se montre généreux envers les gens qui ont subi des torts. Je leur ai dit, si nous mettons plus d'argent dans ce fonds et si nous le rendons plus facilement accessible, alors je vous aiderai à vous protéger de poursuites en recours collectif. Jusqu'ici, aucune société pharmaceutique ne m'a donné de réponse positive. Au contraire, le principal organisme qui fait des pressions à leur nom ici à Washington, Pharma, s'est montré très hostile à tout changement en ce qui a trait à ces lois et à ce fonds. This is a total witch hunt against him. He's been accused of dealing with children in a way that the Department of Health chiefs should have dealt with children. We presented the Department of Health chiefs with a full list of 1,200 children and asked them to look at the background history
clinically investigate these children to determine why their lives changed so shortly within the incubation period of a vaccine known to cause the problems that they've got. And that's why it is politically unsound what they're doing now, to attack doctors who've actually done the job. Nous n'avons même pas le droit de poser des questions sur les dangers de la vaccination. Depuis quand? Depuis quand? L'époque où l'on brûlait les livres est révolue depuis longtemps. On nous accuse, par exemple, d'avoir effectué des enquêtes invasives inutiles sur des enfants à des fins de recherche. C'est entièrement faux. Nous avions des enfants symptomatiques dont les parents cherchaient l'origine de la maladie de leurs enfants. Nous avons pris ces enfants symptomatiques, nous les avons examinés suivant leurs symptômes en les soumettant à des recherches cliniques systématiques et nous avons démontré que les parents avaient raison. Ces enfants souffraient d'une maladie intestinale qu'on pouvait soigner. Comment peut-on juger cela comme une forme d'abus de ces enfants? Cela me dépasse. Au contraire, ce qui constitue un abus, c'est de placer ces enfants-là dans un coin et faire comme s'ils n'avaient pas le droit d'avoir des symptômes physiques ou des maladies intestinales ou toute autre manifestation de maladie juste parce qu'ils sont autistes et juger qu'ils ne sont pas dignes de traitement. En 1995, j'ai reçu un appel d'une mère qui m'a dit « Mon enfant se développait tout à fait normalement. On lui a fait sa vaccination RRO et il a disparu. La lumière s'est éteinte dans ses yeux. Il a cessé de parler, il a cessé d'échanger avec nous, il a cessé de jouer. Il n'était tout simplement plus là. J'ai pensé que c'était son ouïe. Nous l'avons fait examiner, ce n'était pas son ouïe. Puis on s'est fait dire qu'il souffrait d'autisme. J'ai aussitôt dit à cette dame, je suis désolé, mais je ne connais rien de l'autisme. C'était tellement rare quand j'ai fait mes études médicales qu'on ne nous en parlait même pas. Elle a dit, oui, mais mon enfant a aussi de graves problèmes intestinaux. Il a la diarrhée 10, 12 fois par jour, et l'odeur est infecte. Il a le ventre gonflé, il souffre. Je sais qu'il souffre. Il ne peut pas me le dire, mais je suis sa mère. Je sais qu'il souffre. J'entendais dire à maintes reprises qu'il y avait une épidémie de ce trouble intestinal, qu'autrefois c'était très rare, mais qu'aujourd'hui, il y avait de plus en plus de parents qui disaient exactement la même chose. Non seulement y avait-il un problème de comportement, mais il y avait aussi un problème neurologique. Ces enfants se mettaient à buter contre les choses. Ils refusaient de se tenir debout, ils préféraient s'asseoir. Ils ne pouvaient plus se tenir debout. Avant, ils mangeaient avec une cuillère, et maintenant, ils ne pouvaient plus manger avec une cuillère. Ils refusaient de monter ou de descendre les escaliers. Ils devenaient instables. En médecine, on parle d'ataxie. Ils devenaient maladroits. Après avoir examiné ce mal et avoir publié de nombreux articles à ce sujet, il nous a semblé que cela pouvait être causé par un virus. Nos recherches suggéraient très fortement qu'au moins certains éléments du virus de la rougeole étaient présents. D'autres recherches nous ont amenés à croire qu'il était probable que ce virus provenait du vaccin. Et le plus curieux, c'est qu'en traitant l'inflammation avec les médicaments dont on se sert pour la maladie de Crohn ou la colite, les symptômes intestinaux s'amélioraient, la diarrhée diminuait, la douleur disparaissait, mais aussi, ce qui est fascinant, c'est que le comportement s'améliorait. L'enfant se mettait à sourire et à rire et recommençait à parler après 2, 3, 4 ou 5 ans de silence. Ça, c'était fascinant. Nous nous sommes dit non, ce n'est pas ce qui s'est produit. Nous l'avons refait, ça s'est produit de nouveau. Nous l'avons refait encore, et c'est encore ce qui est arrivé, à des degrés variables suivant l'enfant. Il est aussi possible que ce soit simplement parce que l'enfant ne souffrait plus. Quand j'ai finalement compris ça,
C'était si incontestablement vrai, si évident, que je ne pouvais plus détourner le regard. Je devais faire face à la réalité. Il nous faut régler le problème et améliorer le sort des enfants. Hold your panda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37. Very good. He's on some Mommy, you antibiotics. gotta take a picture, okay? It's no Dr. Dream. I'm not in there. Do you want to put me in there? Oh, I should be in my chair, shouldn't I? Okay, he gotta take it and he... You want Mommy to take the picture? When he started preschool, he was labeled autistic. And now he's in a what they call an early childhood classroom for delays. And he's gone up to kids now and says, "Hi, will you play with me?" He loves getting pictures. He didn't used to like any of that. Didn't like to be held. Now he wants affection. So that's been the wonderful part, is we're getting a boy. We're getting to see who he was. There's a prince. Can you be like Daddy? Okay. Is that like Daddy? Yeah. Do you want to say hi? No music. There's no music? No music. Well, what good are the headphones if there's no music? He gotta do it. He's got to do it? Ce qui se passe dans l'intestin d'enfants autistes, ce qu'on a pu démontrer qui indique un processus inflammatoire ou une maladie, et ce qu'on trouve chez des enfants autistes, c'est que dans cette section, les nœuds lymphatiques de l'intestin deviennent considérablement enflés, comme chez des enfants ayant une allergie alimentaire ou une infection, et il y a inflammation. Par conséquent, chez les enfants autistes, un plus grand nombre de ces cellules immunitaires s'infiltrent dans l'intestin. Or, la surface de l'intestin est tapissée d'enzymes qui digèrent notre nourriture. Si ces enzymes ne fonctionnent pas correctement, comme c'est le cas pour les enfants qui ont une inflammation intestinale, certaines molécules non digérées peuvent franchir la paroi. Et certaines de ces molécules peuvent avoir une activité neurotoxique, être toxiques pour le cerveau. Certaines molécules, comme celles qui sont dérivées du gluten ou de certains produits laitiers, tels la caséine, ont un effet semblable à celui de la morphine, un effet opioïde très puissant. Et si elles pénètrent, est-ce qu'elles influencent le développement du cerveau? C'est plausible sur le plan biologique, et c'est une hypothèse qui mérite d'être étudiée. Alors, est-il possible que chez certains enfants autistes, une inflammation intestinale, peut-être causée par une infection au virus de la rougeole ou une autre infection, ouvre la voie à une activation secondaire du système immunitaire du cerveau? Your child gets a shot or you go to jail. That Get Tough policy right now in Prince George's County, Maryland. Today is the deadline for parents to get their children state-mandated vaccinations, prove they've already done it, or possibly face up to 10 days in the joint. Hundreds of anxious parents showed up at the county courthouse today for on-the-spot shots. Officials call the policy a last resort. Critics say it goes way too far. Vous ne pouvez pas refuser parce qu'on va vous mettre en prison, vous arrêter, vous enlever votre enfant. On vous a prévenu qu'il pourrait y avoir de graves effets indésirables. Sauf qu'on ne peut pas parler de consentement éclairé si la vaccination est obligatoire. S'il peut y avoir un problème, alors il faut que l'usage soit facultatif. Là, on aura un consentement éclairé. Y a-t-il un droit plus important que le droit à l'autodétermination? Le droit de décider ce pourquoi on est prêt à risquer sa vie ou celle de son enfant? Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Allons-nous avoir droit à toute l'information juste sur les avantages et les risques des vaccins, sur les risques et les complications des maladies, et pouvoir ainsi prendre librement une décision éclairée sur les risques que nous sommes prêts à prendre? La Régie de la santé dit, avec raison, que pour eux, il faut que ce soit obligatoire, sinon les gens ne vont pas consentir. Je ne trouve pas cela approprié. Je trouve que la Régie doit nous fournir une information juste, en espérant que les vaccins s'avèrent assez bons pour que nous décidions tous de nous en prévaloir, parce que nous n'aimons pas les maladies infectieuses, mais on n'a pas le droit de nous y forcer, on n'a pas le droit de nous mentir.
Do you believe anybody who's getting funds from Merck or any of the other pharmaceutical companies should be on advisory panels that are making judgments about pharmaceuticals coming from those companies? Or do you believe that's a conflict of interest? I think that's a difficult question to answer. Wait a minute, let me get this straight. You think it's a difficult question to answer if somebody is getting funding of some type from a pharmaceutical company, for them to sit on an advisory panel that's approving or giving their approval to a new drug that's coming on the market? You don't see that as a conflict? It's important to point out that recommendations for vaccination are made independently by the American Academy of Pediatrics and the American Academy of Family Physicians. And those recommendations are virtually always in harmony with the recommendations from the Advisory Committee on Immunization Practices. L'industrie pharmaceutique est probablement le groupe de pression le plus puissant à Washington. Ensemble, le Congrès, la Chambre et le Sénat ont 535 membres en tout. Or, il y a plus de 600 lobbyistes de l'industrie pharmaceutique à Washington. Ils sont très puissants. Ils donnent beaucoup d'argent aux deux partis politiques. Ils donnent beaucoup d'argent à des candidats individuels. Ils ne me donnent rien à moi, mais ils en donnent beaucoup à divers candidats et ils font d'énormes pressions. C'est pourquoi il est très très difficile de faire adopter au Congrès quelque chose que l'industrie pharmaceutique ne désire pas. Ça, c'est un des problèmes. L'autre problème vient de leur très très grande influence auprès de la FDA, la CDC et du Centre de contrôle et de prévention des maladies. À cause de leur grand pouvoir, il est très difficile de faire changer les choses. Alors, dès qu'il y a eu la notion de doute, en tout cas d'hypothèse d'origine vaccinale de la myofasciite à macrophage, nous nous sommes bien entendu rapprochés de l'industrie pharmaceutique afin d'avoir déjà leur opinion et d'avoir des projets de recherche en commun. Et si les premiers rapports ont eu l'air amicaux et se sont bien passés, rapidement nous sommes aperçus que globalement ils ne souhaitaient pas que cette entité apparaisse et que toutes les recherches en fait de leur côté et leur objectif c'était montrer qu'elle n'existait pas. Donc rapidement nos points de vue ont divergé alors que l'impression globale et le souhait que nous avions très naïvement, c'est que nous travaillions de concert. Et en fait, globalement, tout a été fait pour que, nos propres recherches n'aboutissent pas et que leurs recherches avec un objectif négatif apparaissent rapidement, soient publiées et portées sur la place publique. Ce qui est un petit peu étonnant, ce qui nous pose problème, puisque nous sommes avant tout médecins, hôpital universitaire, et donc, quelles que soient les causes, les mécanismes, il est important que la recherche et la compréhension des maladies avancent. Quand on a offensé le système trouve une façon de se venger. On espère qu'en me discréditant, on donnera l'exemple aux autres membres de la profession médicale qui autrement pourraient chercher à aider ces enfants, et que ces médecins vont disparaître, que la dissidence va disparaître, et que tout va continuer comme avant. Eh bien, ce n'est pas possible. Et cela ne se produira pas. Parce que les parents, eux, ne s'en iront pas. Les enfants ne s'en iront pas. Ils ne vont pas modifier leur témoignage parce qu'il ne convient pas au système de santé publique, au gouvernement ou à l'industrie pharmaceutique. Ça ne se passera pas ici. Et tant que les problèmes seront là, j'y serai moi aussi, et mes collègues aussi, à tenter de résoudre ce mystère particulier. Il est faux de dire que personne n'a jamais pensé que les vaccins pouvaient avoir des effets nocifs. C'est connu depuis l'invention du vaccin, quasiment. Depuis le début du 19e siècle, on sait que les stratégies vaccinales, qui ont prouvé leurs bienfaits en santé humaine depuis très longtemps, sont entachées d'un pourcentage variable, mais pas nul du tout, d'effets contraires. Donc, la question me semble devoir être posée de la façon suivante. Les stratégies vaccinales, oui. Les questions de safety et de sécurité des produits de santé, également. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Il faut pouvoir développer les deux. Et on développera les stratégies vaccinales d'autant mieux et d'autant plus facilement. On les fera admettre d'autant plus
facilement à la population générale, qu'on garantit réellement une bonne surveillance et une bonne stratégie de prise en compte des effets secondaires. Il y aura toujours des effets secondaires. Mais plutôt que de les nier, il faut au contraire les affronter et aller au fond des choses, car ça va nous apprendre des choses sur comment fabriquer un meilleur vaccin, en minimisant toujours plus le risque inhérent aux stratégies vaccinales. I mean, we're talking today about autism, but there's something even or as great at stake here as the autism question and whether or not the MMR vaccine and other vaccines may be contributing to autism. And that is, are we letting pharmaceutical companies have too great an influence on the decision-making process that affects every one of our lives? Do we want to give a child 9 vaccinations in one day? Do we want to give them 31 or 32 or 33 vaccinations between the time they're born and their age 6? Isn't that maybe a little bit overload? That's the whole question. Tant que nous n'aurons pas effectué la recherche scientifique fondamentale, certains diront c'est une coïncidence, alors que d'autres diront je suis certaine que la vaccination a fait du tort à mon enfant. La réponse viendra d'une bonne recherche scientifique. Or, nous avons beaucoup de mauvaises recherches. Nous devons donc faire de vraies recherches qui répondront à cette question inévitable, à savoir combien d'enfants souffrent réellement de la vaccination. Are you going to get married? No. No, why not? I don't want to. Oh, okay. But you could if you wanted to. Yes. All right. Do you have anything else you want to say? Yes. One more thing. I hope the autistic kids get well. I hope they get alive. Hope they get a good job. Make $1 billion, Angela.